L'arôme des croissants frais et des pains au chocolat embaumait l'air du café de la place, se mêlant à la robuste odeur du café noir. Blake et Kate inspira profondément, savourant ces parfums familiers qui évoquaient les matins paisibles d'un quartier parisien animé. Il s'installa dans une banquette en cuir usé avec sa famille, tandis que sa sœur Brenda s'approchait, une cafetière fumante à la main. Le menu habituel pour tout le monde, demanda Brenda, ses yeux pétillants comme les lumières des rues de Montmartre au crépuscule. Blake hocha la tête, tendant la main vers celle de Vanessa à travers la table. Les doigts de sa femme étaient frais, et son alliance brillait sous la douce lumière matinale filtrant à travers les vitres. « Tu nous connais par cœur, grande sœur, répondit-il. La petite Ellie, âgée de 12 ans, intervint d'une voix joyeuse, « Je peux avoir de la chantilly en plus sur mon chocolat chaud, tata Brenda. » Moi aussi, renchérit Noah, 8 ans, ne voulant pas être en reste. Brenda éclata de rire, ébouriffant les cheveux de Noah. C'est d'accord, les loulous, mais chut, ne dites rien à votre dentiste. Tandis que Brenda retournait en cuisine, Blake se tourna vers Vanessa. Comment va le travail? Ce nouveau projet d'immobilier te tient occupé? Le sourire de Vanessa parut un peu forcé. Oh, tu sais, c'est toujours la même chose, une maison à montrer, un contrat à boucler. Elle jeta un œil à sa montre. D'ailleurs, je devrais y aller bientôt. J'ai un rendez-vous avec un client à 10 heures. Blake fronça les sourcils. Un dimanche? Je croyais qu'on emmenait les enfants au jardin des Tuileries après le petit déjeuner. Je sais, je suis désolé, répliqua Vanessa d'un ton sec. Mais ça pourrait être une grosse vente. Tu comprends, n'est-ce pas? Avant que Blake puisse répondre, Ellie l'interrompit, Maman, tu m'avais promis de m'aider à choisir une tenue pour la photo de classe demain. L'expression de Vanessa s'adoucit en regardant sa fille. Oh, ma chérie, j'avais oublié. Écoute, et si on allait faire du shopping cet après-midi? On se fait une journée entre filles, comme à la mode des grands boulevards. Le visage de Noah s'assombrit. Et le parc, alors? Blake força un sourire pour sauver la situation. Et, mon grand, et si on se faisait une journée entre mecs à la place? On pourrait jouer au basket sur l'allée du jardin, et peut-être allumer le barbecue pour le déjeuner. Qu'en dis-tu? Les yeux de Noah s'illuminèrent. On peut inviter tonton Michel? Bien sûr, agréa Blake, ébouriffant les cheveux de son fils. Il regarda Vanessa, une pointe de déception dans les yeux. On se voit ce soir, alors. Vanessa hocha la tête, évitant son regard. J'essaierai de ne pas rentrer trop tard. Brenda revint avec un plateau chargé de tasses fumantes et d'assiettes débordant de crêpes moelleuses et de tranches de jambon croustillant. En posant les plats, elle lança un regard interrogateur à son frère. Blake secoua légèrement la tête, signifiant silencieusement que tout allait bien. Tandis que la famille attaquait le petit déjeuner, la conversation vira sur des sujets plus légers. Ellie babilla sur son projet pour la kermesse scientifique de l'école, inspiré des expériences de Lavoisier, tandis que Noah raconta ses exploits au club de foot du quartier, mimant un but victorieux comme Zidane en 98. Blake se détendit, repoussant ses soucis pour profiter de cet instant familial, entouré des rires et du cliquetis découvert. Une fois le repas terminé, Vanessa ramassa ses affaires et se leva. Elle embrassa les enfants, puis posa un baiser furtif sur la joue de Blake. « Je t'appelle plus tard, d'accord ?» Blake hocha la tête, la regardant s'éloigner du café d'un pas pressé. Il ne pouvait chasser ce sentiment que quelque chose clochait, mais il l'ignora. Ils avaient une belle vie, une famille heureuse. Il était sans doute paranoïaque. Brenda se glissa sur la banquette à côté de lui pendant que les enfants débarrassaient. « Tout va bien, petit frère ?» demanda-t-elle à voix basse. Blake afficha un sourire. « Bien sûr, pourquoi ça n'irait pas ?» Brenda haussa un sourcil. « Tu ne me la fais pas à moi, Blake. Je te connais depuis toujours. Quelque chose te tracasse. » Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « C'est probablement rien. Vanessa bosse beaucoup ces temps-ci. Ça va se calmer. » Brenda serra son épaule. « Tu sais que je suis là si tu veux en parler, ou si tu as besoin que je te remette les idées en place. » Blake rit, reconnaissant pour le soutien de sa sœur. « Merci, Brenda. Je m'en souviendrai. » En quittant le café, Blake ne pouvait ignorer ce malaise au creux de l'estomac, mais il le repoussa, se concentrant sur la journée avec les enfants. 2 semaines plus tard,
Blake était plongé jusqu'au coude dans le moteur d'une vieille Citroën cabossée, l'odeur familière d'huile de vidange et de graisse emplissant l'air de son atelier à la périphérie de Paris. La radio grésillait en fond, diffusant une chanson de Johnny Hallyday. Il fredonnait distraitement quand le claquement de talons sur le béton attira son attention. Il leva les yeux et vit Lisa Grant, la meilleure amie et collègue de Vanessa, approcher avec un sourire hésitant. « Salut, Blake », lança Lisa. « Tu as une minute ?» Blake essuya ses mains sur un chiffon, intrigué. « Bien sûr, Lisa. »« Qu'est-ce qui t'amène ?» Lisa tritura la sangle de son sac. « J'espérais croiser Vanessa. On devait se voir pour un café, mais elle ne répond pas au téléphone. Je me disais qu'elle était peut-être ici avec toi. » Blake fronça les sourcils. « Elle m'a dit qu'elle avait une visite tardive aujourd'hui. Qu'elle ne rentrerait pas avant le dîner. »« C'est bizarre, » répondit Lisa, les sourcils froncés. « Elle m'a demandé de la retrouver au café de la place à 16 heures. Elle disait qu'elle avait quelque chose d'important à me dire. » Un nœud se forma dans l'estomac de Blake. Peut-être une confusion de date, ou un client de dernière minute. Lisa hocha la tête, mais elle n'avait pas l'air convaincue. « Sans doute. Si tu la vois, dis-lui que je suis passé. » Promis, agréa Blake, forçant un sourire. Tandis que Lisa s'éloignait, il l'interpella, « Et, Lisa, Vanessa te semble différente ces derniers temps. » Lisa s'arrêta, se mordant la lèvre. « Différente comment ?» Blake haussa les épaules, gardant un ton décontracté. « Je sais pas, distraite peut-être. On passe peu de temps ensemble, et je me demandais si quelque chose se passait au boulot. » L'expression de Lisa était indéchiffrable. « C'est sûrement le stress du boulot, Blake. Tu sais comment c'est dans l'immobilier, toujours une affaire, un client. » Blake hocha la tête, pas tout à fait satisfait. « Ouais, tu as raison. Merci, Lisa. » Une fois Lisa partie, Blake ne pouvait chasser ce sentiment d'anomalie. Il sortit son téléphone, hésitant à appeler Vanessa. Son pouce plana sur son nom avant qu'il ne se ravise. Il était sans doute paranoïaque. Le soir suivant, Blake se retrouva au bistrot d'Al, un bar local près de la Seine, avec son pote Michel. Il venait de finir une partie de pétanque, et Blake sirotait une bière pour se détendre. « Alors, comment ça va avec Vanessa ?» demanda Michel, avalant une gorgée. Blake haussa les épaules. « Bien, je suppose. Elle bosse beaucoup ces temps-ci. » Michel haussa un sourcil. « Je suppose ? Ça ressemble pas au Blake que je connais. Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Blake soupira, jouant avec son alliance. « Je sais pas, mec. Quelque chose cloche. Vanessa est toujours occupée, distraite. On parle à peine, et quand on le fait, elle semble à des kilomètres. Tu lui en as parlé ? » Blake secoua la tête. « Chaque fois que j'aborde le sujet, elle dit que c'est le stress du boulot. Mais je peux pas me débarrasser de ce sentiment qu'il y a plus. » Michel se pencha, baissant la voix. « Tu crois pas qu'elle, tu sais, qu'elle voit quelqu'un d'autre ?» Blake ricana, mais avec une pointe d'incertitude. « Pas possible. Vanessa ne ferait jamais ça. On est ensemble depuis le lycée. »« Les gens changent, Blake, » dit Michel doucement. « Je dis pas qu'elle le fait, mais fais confiance à ton instinct. Si quelque chose va pas, c'est probablement le cas. » Avant que Blake puisse répondre, son téléphone vibra. Un message de Vanessa, « Travaille tard ce soir. » Ne m'attends pas. Blake fixa le message, un poids dans l'estomac. Il leva les yeux vers Michel, qui l'observait avec inquiétude. « Tout va bien ?» Blake força un sourire. « Ouais, juste Vanessa qui me dit qu'elle bosse tard. » L'expression de Michel s'adoucit. « Écoute, j'espère me tromper, mais peut-être que tu devrais enquêter, pour taper d'esprit. » Blake hocha la tête, l'esprit en ébullition. « Ouais, peut-être. » En quittant le bar, Blake ne pouvait ignorer le doute qui s'était ancré en lui. Il aimait Vanessa, lui faisait entièrement confiance, mais et si Michel avait raison? Et si les gens changeaient vraiment? Il décida de passer par le bureau de Vanessa en rentrant. En arrivant au parking, il remarqua que sa voiture n'y était pas. Le nœud dans son estomac se serra. Blake sortit son téléphone, hésitant un instant avant d'appeler Vanessa. Ça sonna plusieurs fois avant de passer sur messagerie. « Salut, c'est moi », dit-il après le bip.
juste pour prendre des nouvelles. Rappelle-moi quand tu peux. En raccrochant, Blake aperçut une silhouette familière de l'autre côté de la rue. C'était Curtis Boisnoir, un courtier en prêts hypothécaires local qu'il avait rencontré à des événements professionnels de Vanessa. Curtis montait dans sa voiture de sport Tapac sans grave-l'œil, un sourire aux lèvres. Blake le regarda s'éloigner, un malaise s'installant. Il ne pouvait dire pourquoi, mais voir Curtis là, à cette heure, déclenchait des alarmes dans sa tête. En rentrant chez lui, l'esprit de Blake bouillonnait de possibilités. Il essaya de repousser les doutes, de se concentrer sur la confiance et l'amour qu'ils avaient construits au fil des ans, mais la graine du doute était plantée, et Blake ne pouvait l'ignorer. Une semaine plus tard, Blake se retrouva assis face à Henry Moreau, un détective privé recommandé par un ami. Le bureau du détective était petit et encombré, avec des classeurs alignés contre les murs et un fauteuil en cuir usé grinçant sous le poids d'Henry. « Alors, monsieur Concade, commença Henry d'une voix rauque, dites-moi pourquoi vous êtes ici. » Blake se tortilla, mal à l'aise. « Je pense que ma femme voit quelqu'un d'autre. » Henry hocha la tête, neutre. « Qu'est-ce qui vous fait suspecter ça ?» Blake inspira profondément. « Elle bosse tard souvent, toujours sur son téléphone. On parle à peine, et la semaine dernière, j'ai vu la voiture d'un collègue près d'un hôtel quand elle était censée être à une visite. Vous lui en avez parlé ? » Blake secoua la tête. « Je veux être sûr d'abord. Je veux pas l'accuser si je me trompe. » Henry se renversa dans son fauteuil. « D'accord, voilà ce que je peux faire, je la suis une semaine, je rassemble des preuves photos, enregistrements. Mais je vous préviens, monsieur Concade, la vérité est parfois pas jolie. » Blake hocha la tête, la mâchoire serrée. « J'ai besoin de savoir, monsieur Moreau, quoi que ce soit. » En quittant le bureau, le téléphone de Blake vibra. Un message de Vanessa, « Salut chérie, réunion tardive. Ne m'attends pas pour dîner. » Blake serra le téléphone, tapa un rapide OK, je t'aime avant de le ranger, le cœur lourd. Les jours suivants furent un tourbillon d'anxiété et de suspicion. Blake analysait chaque mot, chaque geste de Vanessa, cherchant des indices. Elle semblait inconsciente de son tourment, vacant à ses occupations comme d'habitude. Vendredi soir, le téléphone de Blake sonna. C'était Henry. « Monsieur Concade, je pense que vous devriez venir à mon bureau. J'ai quelque chose à vous montrer. » Le cœur de Blake s'emballa en conduisant. À son arrivée, le détective l'attendait, l'air grave. « Je suis désolé, monsieur Concade, dit Henry, glissant une enveloppe Kraft sur le bureau, mais vous aviez raison d'être suspicieux. » Les mains tremblantes, Blake ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, des photos de Vanessa et Curtis Boisnoir, capturées dans des moments intimes devant un motel. Des horodatages, des lieux, toutes les preuves accablantes en noir et blanc. Blake eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing au ventre. Depuis combien de temps, parvint-il à articuler? Henry soupira. D'après ce que j'ai recueilli, au moins quelques mois, peut-être plus. Blake hocha la tête, engourdi. Son monde s'effondrait. Merci, monsieur Moreau. Je dois y aller. En rentrant, l'esprit de Blake bouillonnait. Comment Vanessa avait-elle pu lui faire ça, à leur famille? Il pensa aux enfants, à la vie qu'ils avaient construite. Tout semblait une cruelle farce maintenant. En arrivant dans l'allée, il vit la voiture de Vanessa déjà là. Inspirant profondément, il se prépara à la confrontation. Il la trouva en cuisine, fredonnant en préparant le dîner. La voir si décontractée, si normale, fit bouillir son sang. « Salut chérie, » dit Vanessa, souriant en se tournant vers lui. Son sourire vacilla en voyant son expression. « Blake, qu'est-ce qui ne va pas ?» Blake claqua l'enveloppe sur le comptoir. « Pourquoi tu ne me le dis pas, toi, Vanessa ?» Le visage de Vanessa pâlit en ouvrant l'enveloppe, ses mains tremblant en regardant les photos. « Blake, je peux expliquer. » « Expliquer quoi ?» La voix de Blake était basse, dangereuse. « Expliquer comment tu me mens depuis des mois, comment tu te faufiles avec Curtis Boisnoir dans mon dos ?» Les yeux de Vanessa se remplirent de larmes. « Je suis désolé, Blake. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. »« Jamais voulu que quoi arrive ?» cria Blake, sa composure craquant enfin. « Jamais voulu me tromper? Jamais voulu détruire notre famille? Ce n'est pas comme ça, pleura Vanessa. Tu ne comprends pas. Je me sentais piégé, étouffé.
Curtis, il me faisait me sentir vivante à nouveau. Blake rit amèrement. Et moi, je te faisais te sentir quoi? Morte? Notre vie ensemble était si terrible que tu devais chercher de l'excitation ailleurs. L'expression de Vanessa durcit. Tu veux la vérité? D'accord. Oui, je vois Curtis, et tu sais quoi? Je ne le regrette pas. Il me comprend comme toi jamais. Blake eut l'impression d'être giflé. Et les enfants, Vanessa? Tu as pensé à eux quand tu étais occupée à te sentir vivante avec Curtis? Ne mêle pas les enfants à ça, siffla Vanessa. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Ils ont tout à voir là-dedans, rugit Blake. Tu n'as pas juste me trahi, Vanessa, tu as trahi toute notre famille. Les yeux de Vanessa brillèrent de colère. Tu veux savoir pourquoi je l'ai fait? Parce que j'en ai marre de cette vie, Blake. Marre de la routine jour après jour, marre d'être rien d'autre qu'une épouse et une mère. C'est ça que tu veux entendre? Blake la fixa, comme une étrangère. Alors quoi maintenant? Tu veux divorcer? Vanessa leva le menton, défiant. Peut-être. Peut-être qu'il est temps qu'on admette que ça ne marche plus. Blake sentit une vague de détermination. D'accord, tu veux partir? Vas-y. Mais ne crois pas une seconde que je vais te laisser m'enlever mes enfants. On verra bien, ricana Vanessa. Je suis leur mère. Les tribunaux penchent toujours pour la mère. On verra, répéta Blake, la voix froide. Mais je te promets, Vanessa, je vais me battre pour mes enfants avec tout ce que j'ai, et je vais m'assurer que tout le monde sache qui tu es vraiment. En sortant de la cuisine comme une furie, laissant Vanessa le fixer, Blake sentit un tourbillon d'émotions, colère, trahison, chagrin. Mais dessous, une résolution d'acier se formait. Il ne laisserait pas Vanessa détruire sa vie. Blake était assis dans son camion, garé devant une maison modeste en banlieue parisienne. Ses mains serraient le volant tandis qu'il fixait la porte d'entrée. Rassemblant son courage, il inspira profondément et sortit. En approchant, la porte s'ouvrit. Une femme aux yeux doux et au sourire hésitant l'accueillit. « Monsieur Concade » demanda-t-elle doucement. Blake hocha la tête. « Madame Boisnoir, merci d'avoir accepté de me rencontrer. » Marissa Boisnoir l'invita à entrer. « Appelez-moi Marissa. Je vous sers quelque chose à boire? » Non merci, répondit Blake, la suivant au salon. J'apprécie que vous preniez le temps, surtout vu les circonstances. Le sourire de Marissa vacilla. Vous avez dit au téléphone que vous aviez des informations sur mon mari, sur Curtis. Blake s'assit, l'air grave. Oui, et je suis désolé, mais ce n'est pas bon. Il sortit l'enveloppe de photos et la tendit à Marissa. Ses mains tremblèrent légèrement en l'ouvrant. Qu'est-ce que c'est? Murmura-t-elle. Des preuves que nos conjoints ont une liaison, dit Blake, doucement mais fermement. Les yeux de Marissa s'écarquillèrent en feuilletant les photos. Non, chuchota-t-elle. Ce n'est pas possible. Curtis ne ferait jamais. Je suis désolé, Marissa. Je ne voulais pas y croire non plus. Mais la vérité, c'est que ma femme Vanessa et votre mari se voient depuis des mois. Marissa leva les yeux, des larmes dedans. Comment l'avez-vous découvert? Blake soupira. J'ai engagé un détective privé. J'avais des soupçons, mais j'avais besoin de preuves. Et maintenant, vous l'avez. Marissa dit, la voix creuse, pourquoi me montrer ça? Pourquoi pas les confronter directement? Blake se pencha. Parce que je pense qu'on peut s'aider mutuellement. Ils nous ont trahis tous les deux, Marissa. Ne pensez-vous pas qu'ils devraient en payer les conséquences? L'expression de Marissa durcit. Qu'avez-vous en tête? Je veux les exposer, dit Blake. Pas juste à nous, mais à tout le monde. Montrer au monde qui ils sont vraiment. Marissa hésita. Je ne sais pas, Blake. Ça semble extrême. Est-ce extrême, contre Blake? Ils nous ont menti, se faufilant dans notre dos. Ils nous ont fait passer pour des idiots. Ne pensez-vous pas qu'ils méritent de savoir ce que ça fait? Marissa se leva, arpentant la pièce. Mais les enfants? Vos enfants, mes beaux enfants. Ça ne les blessera pas aussi? L'expression de Blake s'adoucit. J'y ai pensé. Mais à long terme, je pense qu'ils seront mieux en sachant la vérité. Et on peut les protéger autant que possible des retombées. Marissa s'arrêta, se tournant vers lui.
Que exactement proposez-vous? On utilise les réseaux sociaux, les ragots locaux. On répand la nouvelle de leur liaison, on s'assure que tout le monde sache ce qu'ils ont fait. Et ensuite, demanda Marissa. Les yeux de Blake brillèrent de détermination. Ensuite, on regarde leur petit monde parfait s'effondrer autour d'eux. Marissa fut silencieuse un long moment, puis hocha lentement la tête. D'accord, j'en suis. Mais on le fait à ma façon aussi. Pas de cruauté inutile. On s'en tient au fait. Blake se leva, tendant la main. Marché conclu. On les fera regretter de nous avoir trahis. En se serrant la main, une compréhension silencieuse passa entre eux. Ils n'étaient plus des victimes, ils devenaient les architectes de leur propre revanche. Par où on commence? Demanda Marissa, une nouvelle résolution dans la voix. Blake sortit son téléphone. On commence par passer quelques appels. Je pense qu'il est temps d'avoir une discussion avec des amis communs. Tandis qu'il planifiait, l'air crépitait de douleur et de détermination. La toile de la revanche se tissait, et bientôt Vanessa et Curtis s'y trouveraient irrémédiablement piégés. Le lendemain matin, le téléphone de Blake vibra sans cesse de notifications. Il le prit, un sourire sombre aux lèvres en scrollant les messages et commentaires. Ça marche, murmura-t-il. Puis son téléphone sonna. C'était Lisa. Blake, la voix de Lisa tremblait. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tous ces posts sur Vanessa et Curtis. Blake inspira profondément. C'est vrai, Lisa. Tout? Vanessa a une liaison avec Curtis depuis des mois. Un long silence. Oh mon Dieu, chuchota Lisa. Je n'y crois pas. Je savais que quelque chose clochait, mais ça. Je suis désolé que tu l'apprennes comme ça, dit Blake. Mais je pensais que tu méritais de savoir la vérité. Non, je suis contente que tu me l'aies dit, répondit Lisa, la voix durcissant. Je n'arrive pas à croire que Vanessa t'ait fait ça, aux enfants, à moi. Je croyais qu'on était amis. Blake saisit l'opportunité. Lisa, je déteste demander, mais j'aurais besoin de ton aide. Les procédures de divorce vont commencer bientôt, et... Dis pas plus, coupa Lisa. Je témoignerai. Tout ce dont tu as besoin. Vanessa ne jouera pas la victime. Après avoir raccroché, Blake appela Marissa. Comment ça se passe de ton côté? Demanda-t-il quand elle répondit. La voix de Marissa était tendue. C'est le chaos. Le téléphone de Curtis n'arrête pas de sonner. Il essaie de tout nier, mais les preuves sont accablantes. Bien, dit Blake. Laisse-les gigoter. Tu as entendu des collègues à lui? Quelques-uns, répondit Marissa. La plupart sont choqués, certains en colère. Je pense que la réputation de Curtis au boulot prend un sérieux coup. Juste alors, la sonnette de Blake retentit. Je dois y aller, dit-il à Marissa. Tiens-moi au courant. Il ouvrit la porte et trouva Vanessa là, le visage masqué de fureur. Comment oses-tu, siffla-t-elle, le poussant pour entrer. Comment as-tu pu me faire ça? Blake ferma la porte calmement. Faire quoi, Vanessa? Dire la vérité? Vanessa se tourna vers lui. Tu as tout ruiné. Ma carrière, ma réputation. Tu as idée de ce que tu as fait? Je pense que oui, dit Blake, la voix froide. Je t'ai exposé pour ce que tu es vraiment, une menteuse, une infidèle. Ce n'est pas juste nous, hurla Vanessa. Et les enfants? Tu as pensé à comment ça les affecterait? Les yeux de Blake flamboyèrent. Mes amis, je vais faire une petite pause dans mon récit. Si vous aimez cette histoire et que vous souhaitez en découvrir d'autres, soutenez la chaîne, aimez-la et abonnez-vous. Cela aide vraiment à la promouvoir. Et n'hésitez pas à indiquer dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, je suis très curieux de connaître la géographie de notre audience. Continuons. Ne mêle pas les enfants. Tu as perdu le droit de jouer la mère inquiète quand tu as décidé de te faufiler avec Curtis. Les épaules de Vanessa s'affaissèrent. Qu'est-ce que tu veux de moi, Blake? Je veux divorcer, dit Blake fermement. Et je veux la garde complète des enfants. La tête de Vanessa se redressa. Non, pas question. Tu ne peux pas me prendre mes enfants. Regarde-moi faire, grogna Blake. J'ai déjà parlé à un avocat. Avec les preuves que j'ai, plus des témoins comme Lisa, tu n'as aucune chance. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent.
Lisa? Elle témoigne contre moi? Blake hocha la tête. Il s'avère que les gens n'aiment pas être mentis. Qui l'eût cru? Vanessa s'effondra sur le canapé, la tête dans les mains. Ce n'est pas possible. Oh, si, dit Blake. Et ça va empirer. Je te conseille de te trouver un avocat, Vanessa, parce que je ne recule pas. Tandis que Vanessa partait, le visage pâle et vaincu, Blake ressentit un mélange de satisfaction et de tristesse. Ce n'était pas comme ça qu'il imaginait la fin de son mariage, mais il était déterminé à s'en sortir vainqueur. Son téléphone vibra à nouveau. Un message de son avocate, Angèle Martinez, vu la tempête sur les réseaux. Bon boulot? On se voit pour discuter des prochaines étapes? Blake tapa une réponse rapide, puis s'assit à son ordinateur. Il avait le sentiment que les choses allaient se compliquer encore plus. Une semaine plus tard, Blake se retrouva dans un bar faiblement éclairé, sirotant une bière en attendant. La porte s'ouvrit, et un homme en costume chic entra, regardant nerveusement autour avant de repérer Blake. « Monsieur Concade » demanda l'homme, s'asseyant en face. Blake hocha la tête. « Monsieur Doyle, merci de me rencontrer. » Frank Doyle, l'associé de Curtis, avait l'air mal à l'aise. « Écoutez, je sais pas pourquoi je suis là. Si c'est à propos de Curtis et votre femme. » Blake leva la main. « C'est lié, mais pas comme vous pensez. J'ai des infos qui pourraient vous intéresser. » Les sourcils de Frank se levèrent. « Quel genre d'infos? » Blake se pencha, baissant la voix. « Le genre qui pourrait sauver votre entreprise et peut-être envoyer Curtis en prison. » Les yeux de Frank s'écarquillèrent. « De quoi parlez-vous? » Curtis et Vanessa, dit Blake lentement, prévoient de détourner de l'argent de votre firme. Ils vont l'utiliser pour commencer une nouvelle vie ensemble. Le visage de Frank pâlit. C'est une accusation grave. Vous avez des preuves? Blake hocha la tête. Oui, mais avant de vous les montrer, je dois savoir, êtes-vous prêt à m'aider à les arrêter? Frank fut silencieux un long moment, ses doigts tambourinant sur la table. Enfin, il parla, qu'avez-vous besoin que je fasse? Blake sourit sombrement. Jouez le jeu. Faites comme si vous étiez d'accord avec leur plan. Laissez-les penser qu'ils s'en sortent. Et ensuite, demanda Frank. Ensuite, on les attrape la main dans le sac, dit Blake. Avec assez de preuves pour les enfermer longtemps. Frank passa une main dans ses cheveux. C'est dingue. Je pourrais tout perdre si ça foire. Vous pourriez tout perdre si vous ne faites rien, contre Blake. Au moins comme ça, vous avez une chance de sauver votre réputation et votre société. Frank soupira lourdement. D'accord, j'en suis. Mais je veux voir ces preuves d'abord. Blake sortit une clé USB et la glissa sur la table. Tout est dessus, email, relevé bancaire, conversation enregistrée. Regardez et on parle stratégie. Tandis que Frank partait avec la clé, Blake ressentit un mélange d'anticipation et de dread. Le piège était tendu, maintenant, il ne restait qu'à attendre que Curtis et Vanessa le déclenchent. Le lendemain, Blake rencontra Marissa dans un café tranquille. « Comment ça s'est passé avec Frank ?» demanda Marissa, remuant son latte distraitement. Blake se renversa dans sa chaise. Mieux que prévu. Il est partant. Maintenant, on laisse Curtis et Vanessa se pendre eux-mêmes. Marissa hocha la tête, l'air troublé. Je n'arrive toujours pas à croire qu'ils iraient si loin. Du détournement, c'est comme si je n'avais jamais connu Curtis. Les gens peuvent surprendre, dit Blake sombrement. Et pas toujours en bien. Juste alors, le téléphone de Blake vibra. Un message de Frank, Curtis a mordu à l'hameçon. Réunion fixée pour vendredi pour discuter d'une opportunité d'investissement. Prochaine étape? Blake montra le message à Marissa. On dirait que les choses bougent plus vite que prévu. La main de Marissa trembla légèrement en posant sa tasse. On fait vraiment ça? Les piéger pour qu'ils aillent en prison? Les yeux de Blake s'adoucirent. On ne les piège pas, Marissa. On leur donne assez de cordes pour se pendre. Ce sont eux qui choisissent de violer la loi. Marissa hocha lentement la tête. Tu as raison. Je n'aurais jamais pensé être dans cette position. Aucun de nous, dit Blake. Mais on doit aller au bout, pour nous et pour les enfants. En quittant le café, Blake ne pouvait chasser le sentiment qu'ils approchaient d'un point de non-retour. La toile de la revanche se resserrait,
et bientôt Vanessa et Curtis s'y trouveraient irrémédiablement piégés. Plus tard ce soir-là, Blake reçut un autre appel de Frank. « Il bouge vite », dit Frank sans préambule. « Curtis veut transférer les fonds ce week-end. » Le cœur de Blake s'emballa. « Pouvez-vous le retarder ?» « J'ai essayé », répondit Frank, frustré. « Mais il insiste. Dit qu'ils doivent agir vite avant que quiconque ne s'en aperçoive. » Blake arpenta son salon, l'esprit en ébullition. « D'accord, voilà ce qu'on fait, laissez-les penser que ça se passe. Mais on doit alerter les autorités. Pouvez-vous le faire sans les alerter ?» Frank hésita. « Je pense. Je connais un détective à la brigade des délits financiers. Je peux lui donner un tuyau, faire passer ça pour un audit de routine. » « Parfait, » dit Blake. « Et Frank, merci. Je sais que ce n'est pas facile. » Après avoir raccroché, Blake appela Marissa pour la mettre au courant. « Ça arrive, » dit-il quand elle répondit. « Ce week-end. » La voix de Marissa était tendue. « Tu es sûr qu'on fait le bon choix ?» Blake soupira. « Honnêtement, je sais pas. Mais je sais que ce qu'ils préparent est mal, et si on les arrête pas, qui le fera ?» En terminant l'appel, Blake regarda une photo de famille sur la cheminée. Elle le montrait avec Vanessa et les enfants, tous souriant joyeusement. Ça semblait d'une autre vie. « Désolé que ça en soit arrivé là, » murmura-t-il à la photo. « Mais tu ne m'as laissé aucun choix. » Le piège était tendu, il ne restait qu'à le voir se refermer. Le téléphone de Blake sonna tôt lundi matin. Il répondit, groggy. « Blake, c'est Frank. Allume la télé tout de suite. » Complètement réveillé, Blake attrapa la télécommande et alluma. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant les titres défiler en bas de l'écran, scandale de détournement dans une entreprise locale. Une jeune reporter aux yeux déterminés remplissait l'écran. Ici Émilie Vert, en direct devant Bois-Noir Prêt Hypothécaire. Dans un tournant choquant, Curtis Bois-Noir, le fondateur, a été arrêté pour détournement de fonds. Le téléphone de Blake vibra d'un message de Marissa, « Tu vois ça ?» Il tapa rapidement, « Oui. Viens chez moi. » 20 minutes plus tard, Marissa arriva, pâle et secouée. « Je n'arrive pas à croire que ça ait marché, » dit-elle, s'effondrant sur le canapé. Blake hocha la tête, l'air grave. Frank a tenu parole. Il a typé cette reporter, Émilie Vert. Les yeux de Marissa s'écarquillèrent. Comment a-t-elle eu tous les détails si vite? J'y suis peut-être pour quelque chose, admit Blake. Je l'ai contacté la semaine dernière, lui ai donné du contexte sur la situation. Blake, c'était risqué. Et si elle avait publié avant qu'on soit prêt? Il secoua la tête. Je lui ai rien donné de concret, juste assez pour piquer sa curiosité. Elle a fait le reste. Juste alors, le téléphone de Blake sonna à nouveau. C'était Lisa. Blake, tu as vu les news? C'est partout. Vanessa a été arrêtée aussi. Le cœur de Blake s'emballa. Quoi? Quand? Tout à l'heure, répondit Lisa. Je l'ai vu, ils sont venus à son bureau et l'ont emmené menotter. C'est le chaos ici. En raccrochant, Blake se tourna vers Marissa. Ils ont eu Vanessa aussi. C'est vraiment en train d'arriver. Le visage de Marissa était un mélange d'émotions. Tu penses qu'on est allé trop loin? Avant que Blake puisse répondre, on frappa à la porte. Il ouvrit et trouva Émilie Vert là, bloc-notes en main. Monsieur Concade, je suis Émilie Vert de Chanel 5. J'espérais avoir une déclaration sur l'arrestation de Curtis Bois-Noir et Vanessa Concade. Blake hésita, puis hocha la tête. Entrez, mademoiselle Vert. Je pense qu'il est temps que toute l'histoire sorte. Tandis qu'Émilie installait son équipement d'enregistrement, Blake et Marissa échangèrent un regard. Pas de retour en arrière maintenant. Monsieur Concade, commença Émilie, pouvez-vous nous dire comment vous avez découvert le schéma de détournement? Blake inspira profondément. Tout a commencé quand j'ai découvert l'affaire de ma femme avec Curtis Bois-Noir. En creusant, j'ai déterré non seulement l'infidélité, mais un réseau complexe de mensonges et de fraude financière. Émilie se pencha, les yeux brillants. Et comment avez-vous rassemblé les preuves menant aux arrestations d'aujourd'hui? Ce n'était pas juste moi, dit Blake, désignant Marissa. Voici Marissa Bois-Noir, la femme de Curtis. On a travaillé ensemble, avec l'associé de Curtis,
Frank Doyle, pour exposer la vérité. Marissa parla, la voix tremblante mais déterminée. On ne pouvait pas rester les bras croisés et les regarder détruire des vies et voler de l'argent à des innocents. On devait agir. Emily se tourna vers Marissa. Madame Boisnoir, ça doit être un moment difficile pour vous. Comment gérez-vous l'arrestation de votre mari? Les yeux de Marissa se remplirent de larmes, mais sa voix resta ferme. C'est un choc, bien sûr, mais je suis soulagé que la vérité sorte enfin. Curtis a fait ses choix, et maintenant il doit en affronter les conséquences. Tandis que l'interview continuait, Blake ressentit un mélange étrange d'émotions, soulagement que la vérité émerge, tristesse pour la douleur que ça causerait à ses enfants, et une inquiétude lancinante sur ce qui suivrait. Après le départ d'Emily, promettant de diffuser l'interview ce soir-là, Blake se tourna vers Marissa. « Ça va ?» Elle hocha lentement la tête. « Je pense. » Ça semble libérateur, d'une certaine façon. Comme un poids enlevé. Juste alors, le téléphone de Blake vibra d'un message de son avocate Angèle, vu les news. On doit parler des prochaines étapes pour la bataille de garde. Tu peux venir demain? Blake montra le message à Marissa. On dirait que ce n'est que le début. Marissa serra sa main. On s'en sortira, Blake. Un pas à la fois. Tandis qu'elle partait, Blake se posta à la fenêtre, regardant le quartier s'éveiller. Il voyait des gens rassemblés en petits groupes, sans doute discutant du scandale qui secouait leur ville tranquille. Il savait que dans les jours et semaines à venir, il affronterait des scrutins, des jugements, et des questions difficiles de ses enfants. Mais pour la première fois en mois, il sentait une lueur d'espoir. La vérité était sortie, et maintenant il pouvait se concentrer sur reconstruire sa vie et protéger sa famille. La salle d'audience bourdonnait de tension tandis que Blake s'asseyait à côté de son avocate Angèle Martinez. De l'autre côté, Vanessa le fusillait du regard, son apparence autrefois impeccable maintenant négligée. La juge, une femme austère dans la soixantaine, appela la cour à l'ordre. Nous sommes ici aujourd'hui pour déterminer les arrangements de garde pour Ellie et Noah Concade. Monsieur Concade demande la garde complète avec droit de visite restreint pour Madame Concade. Madame Concade demande la garde partagée. Commençons par les déclarations d'ouverture. Angèle se leva, la voix claire et confiante. Votre honneur, nous comptons montrer que les actions récentes de Madame Concade, incluant son affaire et son implication dans des crimes financiers, la rendent inapte comme parent. Monsieur Concade a été une présence stable et aimante dans la vie de ses enfants, et lui accorder la garde complète est dans leur meilleur intérêt. L'avocat de Vanessa, un homme lisse en costume coûteux, contre, votre honneur, bien que ma cliente ait fait des erreurs, elle reste une mère aimante. Ses actions, regrettables soient-elles, ne nient pas sa capacité à s'occuper de ses enfants. Nous demandons à la Cour de considérer la garde partagée comme la meilleure solution pour Ellie et Noah. Tandis que les témoins étaient appelés, Blake revécut la douleur des mois passés. Lisa prit la barre en premier. Mademoiselle Grant, commença Angèle, depuis combien de temps connaissez-vous Vanessa Concade? Lisa jeta un œil à Vanessa avant de répondre. Presque 10 ans. On est collègues et amis depuis qu'elle a commencé à l'agence immobilière. Et à votre avis, comment le comportement de Madame Concade a-t-il changé récemment? Lisa inspira profondément. Vanessa est devenue distante, secrète. Elle annulait des plans à la dernière minute, prétextant toujours des urgences au travail. Mais maintenant, je sais qu'elle rencontrait Curtis. L'avocat de Vanessa se leva pour le contre-interrogatoire. Mademoiselle Grant, n'est-il pas vrai que l'immobilier est un métier exigeant? Ces urgences pouvaient-elles être légitimes? Lisa hésita. Je suppose que c'est possible, mais... Pas d'autres questions, coupa l'avocat. Ensuite, Marissa prit la barre. Angèle l'approcha doucement. Madame Boisnoir, pouvez-vous décrire vos interactions avec Vanessa Concade? Marissa hocha la tête. Au début, je pensais que Vanessa était juste une cliente de mon mari. Mais en découvrant l'affaire et le schéma de détournement, j'ai réalisé qu'elle participait activement à frauder notre entreprise et planifiait d'abandonner sa famille. L'avocat de Vanessa bondit. Madame Boisnoir, n'est-il pas vrai que vous avez un intérêt personnel à peindre Madame Concade sous un jour négatif? Après tout, elle était impliquée avec votre mari. Les yeux de Marissa flamboyèrent. Mon intérêt est la vérité, et protéger des innocents, incluant les enfants de Blake. Tandis que les témoignages continuaient, Blake fut appelé à la barre. Angèle sourit encourageante.
Monsieur Concade, pouvez-vous décrire votre relation avec vos enfants? La voix de Blake s'adoucit. Ellie et Noah sont tout pour moi. J'ai toujours été là, des matchs de foot aux kermesses scientifiques. Même quand les choses ont durci avec Vanessa, je me suis assuré qu'ils se sentent aimés et soutenus. Et comment gérez-vous depuis la séparation? Ça a été challenging, admit Blake. Mais j'ai maintenu leur routine autant que possible. J'ai arrangé pour qu'ils voient un conseiller pour aider à traiter tout ça. L'avocat de Vanessa approcha, les yeux plissés. Monsieur Concade, n'est-il pas vrai que vous avez monté vos enfants contre leur mère, les empoisonnant avec des détails de son affaire? La mâchoire de Blake se serra. Absolument pas. J'ai été honnête avec eux de façon adaptée à leur âge, mais je n'ai jamais mal parlé de Vanessa. Ils aiment leur mère, et je respecte ça. En descendant, Blake croisa le regard de Vanessa. Pendant un moment, il vit un éclat de la femme qu'il avait aimée, perdue et effrayée. Mais son expression durcit, et le moment passa. Enfin, la juge appela une pause pour revoir les preuves. Tandis qu'ils attendaient, Angèle se tourna vers Blake. Tu t'es bien débrouillé. Je pense qu'on a un dossier solide. Blake hocha la tête, l'estomac noué. Je veux juste ce qui est mieux pour les enfants. Quand la cour reprit, la juge s'éclaircit la gorge. Après considération attentive de toutes les preuves, j'ai pris une décision. Bien que les deux parents aiment clairement leurs enfants, les événements récents démontrent un pattern d'instabilité et de mauvais jugement de la part de Madame Concade. Blake retint son souffle tandis que la juge continuait. Par conséquent, j'accorde la garde complète à Monsieur Concade. Madame Concade aura des droits de visite, mais supervisés jusqu'à ce qu'elle démontre stabilité et fiabilité. Monsieur Concade, je vous fais confiance pour favoriser une relation entre les enfants et leur mère malgré les circonstances actuelles. Blake hocha la tête solennellement. Bien sûr, votre honneur. Tandis que la cour levait la séance, Blake ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Il avait gagné, mais à quel prix? En ramassant ses affaires, Vanessa approcha, les yeux emplis de larmes. T'es content maintenant, siffla-t-elle. Tu m'as tout pris. Blake secoua la tête. Ce n'est pas une question de bonheur, Vanessa. C'est protéger nos enfants. J'espère qu'un jour tu comprendras. Tandis que Vanessa sortait furieuse, Angèle posa une main sur l'épaule de Blake. C'est fini, Blake. Tu as fait le bon choix. Blake hocha la tête, la voix épaisse d'émotion. Ouais. Maintenant vient la partie dure, aider les enfants à traverser ça. En quittant le tribunal, Blake se prépara aux conversations à venir. Il avait gagné la bataille légale, mais l'émotionnel était loin d'être terminé. La salle d'audience se tut tandis que Curtis Boisnoir était amené, menotté et en combinaison orange. Blake s'assit dans la galerie à côté de Marissa, tous deux tendus en se préparant à témoigner. La procureure, une femme aux yeux vifs dans la quarantaine, se leva pour son ouverture. Mesdames et messieurs du jury, au cours des prochains jours, vous entendrez des preuves d'un schéma complexe de détournement orchestré par l'accusé Curtis Boisnoir. Monsieur Boisnoir a abusé de sa position de confiance, volant des millions à ses clients et sa propre entreprise. Nous prouverons au-delà d'un doute raisonnable qu'il est coupable de fraude, détournement et conspiration. L'avocat de la défense de Curtis, un homme aux cheveux argentés à la voix grave, contre, le dossier de l'accusation est bâti sur des preuves circonstancielles et les témoignages d'époux et conduits. Mon client est un homme d'affaires respecté victime d'un complot vindicatif. Nous montrerons que Monsieur Boisnoir est innocent de ces charges. Tandis que le procès progressait, Blake fut appelé à la barre. La procureure l'approcha. Monsieur Concade, pouvez-vous nous dire comment vous avez découvert les activités illégales de Monsieur Boisnoir? Blake s'éclaircit la gorge. Ça a commencé quand j'ai découvert l'affaire de ma femme avec Curtis. En creusant, j'ai trouvé des discrepancies dans des dossiers financiers et entendu des conversations sur des mouvements de grosses sommes d'argent. Et qu'avez-vous fait de ces informations? Je les ai portées à l'associé de Curtis, Frank Doyle. Ensemble, on a rassemblé plus de preuves et contacté les autorités. L'avocat de la défense se leva pour le contre-interrogatoire. Monsieur Concade, n'est-il pas vrai que vous aviez une vendetta personnelle contre mon client? Que tout ce dossier est une revanche pour l'affaire de votre femme? La mâchoire de Blake se serra. Ce dossier est sur la vérité. Oui, j'ai été blessé par l'affaire, mais le schéma de détournement est une issue séparée. Je ne pouvais pas rester sans rien faire pendant que des innocents étaient fraudés.
Ensuite, Frank Doyle prit la barre. La procureure demanda, « Monsieur Doyle, en tant qu'associé de Monsieur Boisnoir, qu'est-ce qui a éveillé vos soupçons sur ses activités ?» Frank soupira. Au début, c'était des petites choses, des discrepancies dans les livres, des clients se plaignant de fonds manquants. Mais quand Blake est venu avec ses préoccupations, tout a pris sens. On a monté une opération pour attraper Curtis sur le fait. L'avocat de la défense bondit. « Monsieur Doyle, n'est-il pas vrai que vous aviez à gagner de la chute de Monsieur Boisnoir? Que vous contrôlez maintenant l'entreprise ?» Les yeux de Frank se plissèrent. « Je ne voulais rien de tout ça. Curtis était mon ami et associé. Mais je ne pouvais pas être complice d'activités illégales. » Tandis que le procès continuait, des experts financiers témoignèrent du réseau complexe de transactions que Curtis avait utilisé pour cacher ses vols. Des relevés bancaires et échanges d'emails furent présentés comme preuve. Enfin, Marissa prit la barre. La procureure l'approcha doucement. « Madame Boisnoir, ça doit être difficile pour vous. Pouvez-vous nous dire quand vous avez découvert les activités illégales de votre mari ?» La voix de Marissa trembla légèrement. « Je n'avais aucune idée au début. Curtis était toujours secret sur le travail. Ce n'est que quand Blake m'a apporté des preuves de l'affaire que j'ai commencé à assembler les pièces. Quand je l'ai confronté, il a tout admis. Il disait que c'était pour nous, pour notre avenir, mais je savais que c'était mal. » Le contre-interrogatoire de l'avocat de la défense fut brutal. « Madame Boisnoir, n'est-il pas vrai que vous étiez au courant et avez bénéficié des gains financiers de votre mari? Que vous avez joui d'un style de vie luxueux financé par ce prétendu détournement? » Les yeux de Marissa flamboyèrent. « J'ai joui du style de vie fourni par les affaires légitimes de mon mari. Si j'avais su qu'il volait, je l'aurais dénoncé moi-même. » Tandis que le procès approchait de sa fin, les plaidoiries finales furent faites. La procureure peignit un portrait accablant de la cupidité et de la tromperie de Curtis, tandis que la défense essaya de jeter le doute sur les motivations des témoins. Enfin, le jury fut envoyé délibérer. Blake et Marissa attendirent anxieusement dans le couloir. « Tu penses qu'ils le condamneront ?» demanda Marissa à voix basse. Blake serra sa main. « Les preuves sont solides. On doit faire confiance au système. » Des heures passèrent avant que le jury revienne. Tandis que le verdict était lu, Blake retint son souffle. « Sur l'accusation de détournement, nous déclarons l'accusé Curtis Boisnoir coupable. Sur l'accusation de fraude, coupable. Sur l'accusation de conspiration, coupable. » Un halètement collectif traversa la salle. Curtis s'affaissa sur sa chaise, le visage pâle. La voix de la juge coupa les murmures. « Monsieur Boisnoir, veuillez vous lever pour la sentence. » Curtis se leva, les jambes tremblantes. « Curtis Boisnoir, vos actions ont causé un tort incommensurable à vos clients, vos associés et votre communauté. Vous avez abusé de votre position de confiance pour gain personnel, montrant un mépris insensible pour autrui. Je vous condamne par la présente à 15 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle pour 10 ans. Vous êtes aussi ordonné à payer restitution à vos victimes pour un montant de 5,2 millions d'euros. » Tandis que Curtis était emmené, Blake se tourna vers Marissa. « C'est fini. Vraiment fini. » Marissa hocha la tête, des larmes aux yeux. « Je sais que je devrais me sentir soulagé, mais je me sens juste vide. » Blake passa un bras autour de ses épaules. « C'est ok de se sentir conflictuel. C'était ton mari. Mais tu as fait le bon choix, Marissa. On l'a tous fait. » En quittant le tribunal, des reporters les assaillirent. Blake leva une main pour protéger Marissa des caméras. « Pas de commentaires, » dit-il fermement, la guidant à travers la foule. Une fois à l'écart, Marissa se tourna vers Blake. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Blake soupira. « Maintenant, on essaie d'avancer. Un jour à la fois. » Tandis qu'ils se séparaient, Blake sentit un poids se lever de ses épaules. Le long cauchemar était enfin terminé. Maintenant venait la partie dure, reconstruire sa vie et aider ses enfants à guérir. 6 mois plus tard, Blake se tenait devant son nouvel atelier de réparation auto fraîchement ouvert, Concade Mécanico-Net. La peinture fraîche brillait sous le soleil matinal tandis qu'il déverrouillait les portes pour une autre journée d'affaires. Son téléphone vibra d'un message de Brenda, jour d'ouverture. « Tellement fier de toi, petit frère. Je apporte café et croissant plus tard. » Blake sourit, tapant une réponse rapide. En entrant dans l'atelier, il entendit une voix familière.
Papa, je peux balayer le sol encore, appela Noah depuis la petite zone bureau. Blake ébouriffa les cheveux de son fils. Bien sûr, mon grand. Fais juste attention autour des outils, ok? Ellie leva les yeux de ses devoirs étalés sur le bureau. Papa, on peut aller au parc plus tard? J'ai fini mon projet de science en avance. C'est super, ma puce. On ira définitivement si c'est pas trop chargé ici. Tandis que Blake se mettait au travail, la clochette au-dessus de la porte tinta. Marissa entra, portant une pile de flyers. Bonjour, Blake. J'ai apporté ces flyers promotionnels dont on a parlé. Blake sourit. Merci, Marissa. Comment va la nouvelle affaire? Les yeux de Marissa s'illuminèrent. La boulangerie marche bien. Je n'aurais jamais pensé aimer autant, mais ça a été thérapeutique, je suppose. Créer quelque chose de positif après tout ça. Ils furent interrompus par un client entrant. Blake le reconnut comme un habitué. Bonjour, Monsieur Johnson. Comment va cette transmission? Tandis que Blake travaillait, il s'émerveilla de combien les choses avaient changé. L'atelier marchait bien, grâce à sa réputation de travail honnête et au soutien de la communauté. Marissa avait trouvé sa passion dans la pâtisserie, transformant son hobby en une petite entreprise réussie, inspirée des traditions boulangères françaises comme les macarons de la Durée. Plus tard cet après-midi, comme promis, Brenda arriva avec café et croissant. « Regarde-toi, monsieur l'entrepreneur », taquina-t-elle, posant les boîtes sur le comptoir. Blake rit. À peine. Juste essayer de gagner ma vie honnêtement. L'expression de Brenda s'adoucit. Maman et papa seraient si fiers de toi, Blake. Tu as traversé tant. Blake hocha la tête, la gorge serrée. J'aurais pas pu sans toi, grande sœur. Tandis qu'il parlait, Blake remarqua une femme entrant hésitante. Elle avait des yeux doux et un sourire chaleureux. Puis-je vous aider? Demanda Blake. La femme hocha la tête. Je suis Rachel, la nouvelle conseillère à l'école d'Ellie et Noah. Je voulais juste passer me présenter. J'ai entendu de bonnes choses sur votre atelier. Blake sentit un battement inattendu dans sa poitrine. Oh, merci. Ravi de vous rencontrer, Rachel. Comment vont les enfants à l'école? Le sourire de Rachel s'élargit. Ils sont merveilleux, résilients et gentils. Vous devriez être fiers. Tandis qu'ils discutaient, Blake apprécia la compagnie de Rachel. Elle était intelligente et compatissante, sincèrement intéressée au bien-être de ses enfants. Après le départ de Rachel, Brenda haussa un sourcil à Blake. Elle semble sympa. Blake sentit ses joues chauffer. Ouais, elle l'est. Tandis que la journée se terminait, Blake ferma l'atelier et rentra avec les enfants. Pendant qu'il préparait le dîner, un simple pot-au-feu familial, rappelant les repas de son enfance, il pensa à combien ils avaient avancé. Ellie mit la table, babillant sur son projet de science inspiré des inventions de Marie Curie. Noah montra fièrement le balayage qu'il avait fait à l'atelier. « Papa, dit soudain Ellie, sérieuse. Es-tu heureux maintenant? » Blake posa, considérant la question. « Tu sais quoi, ma chérie? Je pense que oui. Ça a été un chemin dur, mais on s'en sort bien, non? » Les deux enfants hochèrent la tête avec enthousiasme. « Et maman? » demanda Noah doucement. Blake soupira. « Votre maman travaille à aller mieux. Souvenez-vous, on la voit ce week-end pour votre visite supervisée. Ça prendra du temps, mais on guérit tous. » Tandis qu'ils dînaient, riant et partageant des histoires de leur journée, Blake sentit une paix l'envahir. La vie n'était pas parfaite, mais elle était bonne. Ils avançaient, un jour à la fois. Plus tard ce soir-là, tandis que Blake bordait les enfants, son téléphone vibra d'un message de Rachel, « Ravi de vous avoir rencontré aujourd'hui. Ça vous dit un café un de ces jours? » Blake sourit, tapant, « J'aimerais ça. Que diriez-vous de samedi, après la visite des enfants avec leur maman? » En posant le téléphone, Blake sentit une lueur d'espoir pour l'avenir. Il avait ses enfants, sa sœur, de bons amis comme Marissa, et peut-être, juste peut-être, une chance à un nouvel amour avec Rachel. Demain apporterait de nouveaux défis, mais pour l'instant, Blake était content. Il avait traversé la tempête, protégé ses enfants, et en était sorti plus fort. Tandis qu'il s'endormait, il se sentit vraiment en paix pour la première fois depuis longtemps. C'est ici que notre histoire se termine.
Je tiens à remercier tout particulièrement tous ceux qui écoutent mes histoires jusqu'à la fin. C'est vraiment très important pour moi. Merci pour votre attention, pour votre temps et pour votre soutien. Je vous embrasse sincèrement.